La droite nous dit que les colons québécois ont eu des bonnes relations avec les Autochtones. Qu'en est-il vraiment? Alors, si on reprend un peu plus loin, disons avec l'idée même, la pratique même de la colonisation d'occupation. Essentiellement, on retrouve deux dynamiques. La première, elle est négative, destructrice, et la seconde, elle est positive ou structurante, si on veut. La première, c'est-à-dire défaire, détruire les sociétés, les populations qui sont au lieu où on veut s'établir nous-mêmes. Et dans un second temps, donc, la dimension structurante, c'est-à-dire de construire par-dessus cette destruction-là. À ce niveau-là, ça a été assez similaire à peu près partout dans les Amériques, en Australie, bref, dans tous les endroits où on peut parler, à proprement parler de colonialisme, colonisation, d'occupation dans le monde. Donc, ce que les Français font en arrivant ici ressemble à ça, mais avec les moyens de leur prétention. C'est-à-dire que quand on arrive, on a besoin quand même par exemple, entrer en relation avec les populations qui sont ici. On a besoin d'agir, oui, en fonction de la volonté de posséder le territoire, mais aussi en fonction des moyens dont on dispose. Et ça, on le voit de manière très claire quand on regarde, par exemple, les commissions royales qui vont baliser les voyages de Samuel de Champlain qui arrivent ici. On dit, faites-vous amis, faites-vous alliés, faites-vous solidaires de telle et telle population que vous allez rencontrer. Et puis, et ça, c'est ce qui est souvent retenu de l'histoire plus nationaliste. Mais la deuxième partie, c'est toujours jusqu'à ce que ces personnes n'obtempèrent pas et ne fassent pas ce que vous voulez qu'elles fassent. Dans ce cas-là, menez-leur la guerre, prenez tous les moyens nécessaires pour leur faire ce que vous voulez, parce que le but, finalement, c'est pas d'entrer en solidarité, en relation, c'est la possession du territoire. Donc, si la proximité permet la possession du territoire, allons-y. Si elle ne le permet pas, détruisons-les. Donc, il y a ça qui se produit dès le début, mais vraiment, dans les premières années, c'est plus difficile pour les Français d'avoir... Dans le fond, ils n'ont pas les moyens de leur prétention. On le voit même quand ils s'adressent à d'autres empires. On le voit dans la cartographie. La Nouvelle-France posséderait finalement presque l'entièreté du continent nord-américain. Mais dans les faits, dans la matérialité de la chose, c'est faux. C'est des prétentions. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas ce qui se passe concrètement sur le terrain. Quand les Anglais arrivent, évidemment, ça va déplacer finalement les dynamiques. Ça va déplacer le centre aussi de décision par rapport aux politiques coloniales, par rapport aux politiques génocidaires. Mais ce qu'on a tendance à voir, ce qu'on a tendance à dire et à répéter, c'est que ça commence à ce moment-là, au moment de la conquête britannique, et qu'avant ça, il y avait une relation harmonieuse. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que c'est une superposition des rapports coloniaux qui advient à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que les Français ont la même intention d'élimination, n'ont peut-être pas les moyens de leur prétention autant, mais quand les Anglais arrivent, ils ne viennent pas remplacer les Français là-dedans, ils viennent se superposer à eux, puis on le voit même clairement dans la texture de tout ça, c'est-à-dire que les élites coloniales françaises vont évidemment se faire amis avec les élites coloniales anglaises, il va y avoir un partage de savoirs coloniaux, il va y avoir même dans le traité, finalement, la possibilité, le droit pour les Français de garder leurs esclaves. Donc, quand on essaie de le cadrer comme quelque chose de les Français contre les Britanniques, on perd beaucoup de texture, beaucoup de substance, parce qu'en fait, c'est une question d'élite et de collaboration entre les élites. Donc, il y a ça qui se produit. Et puis, ce qu'on entend aujourd'hui dans le discours nationaliste, dans l'histoire, dans la lecture nationaliste de l'histoire, c'est que, donc, les Français, au départ, étaient dans une proximité harmonieuse, et ensuite, les Anglais sont arrivés et ont opprimé, exterminé autant les peuples autochtones que les Français. Mais je veux revenir une seconde à cette idée de la proximité avec les premiers peuples. Bon, oui, au niveau politique, les alliances avec les peuples, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, et c'est encore une fois la stratégie politique, de mettre en place ou favoriser les rencontres entre les femmes autochtones et les hommes français. Et là-dessus, c'est très documenté, il y a des requêtes qui vont être adressées au Saint-Siège pour que ça soit permis. Il y a un roi qui va
proposer même des compensations aux familles autochtones qui acceptent que leurs femmes se marient avec des Français. Donc, c'est une stratégie qui est très organisée. Aujourd'hui, ce qu'on dit, finalement, c'est qu'on transforme de manière fantasmatique cette politique coloniale genrée comme le récit d'une proximité quasiment romantique entre les femmes autochtones et les hommes français à cette époque-là. Et bon, évidemment, ça ne va pas se maintenir tel quel à travers les époques. Il y a même des moments, comme le dit par exemple Pierrot Ross-Tremblay autour de la conquête, où le but, ce ne sera pas du tout la proximité, mais vraiment de se distinguer des populations autochtones dans le rapport qu'on entretient avec les Britanniques et ainsi de suite. Mais à partir du moment où, dans les dernières décennies, on commence plutôt à parler de reconnaissance, de réconciliation et ainsi de suite, bien, ça va vraiment refaire surface, cette espèce de proximité fantasmatique. Ça va devenir un argument pour dire, ici, nous n'avons pas été comme les Britanniques, nous n'avons pas fait ça. En fait, depuis le début, nous avons été dans une relation harmonieuse. Un peu plus, puis on nous dirait que l'interculturalisme québécois a commencé dès le début. Et donc, il y a comme une relecture, finalement, de toute cette stratégie coloniale genrée qui est aujourd'hui cadrée non seulement comme une réciprocité romantique entre les hommes français et les femmes autochtones, mais qui devient la base à partir de laquelle l'histoire nationaliste peut dire « ce n'est pas nous, ce sont eux qui l'ont fait ». Donc, pour moi, mobiliser cet argument-là aujourd'hui, d'une part, c'est une méconnaissance assez impressionnante de l'histoire et des documents qui sont là pour en témoigner, et d'autre part, ben, ça sert surtout à non seulement sentir ou se décharger finalement de ce poids historique, mais d'autre part, et ça, c'est là-dessus que je voudrais terminer parce que c'est quelque chose qu'on évoque un peu moins souvent, de présumer ou de prétendre à une proximité comme celle-là, ça mène à quoi? Ça rapproche d'une possession légitime du territoire. Nous sommes, nous, autochtones, depuis 400 ans. Nous avons du sang autochtone parce qu'il y avait cette réciprocité romantique, machin. Donc, ça permet vraiment, d'une part, de s'extraire de la violence commise et d'autre part, de considérer le territoire que nous possédons, que nous voulons posséder, comme notre possession légitime, finalement. Donc, pour moi, c'est une stratégie discursive qui a énormément d'effets politiques dévastateurs. Et ça, c'est sans compter ce que ça fait au niveau des communautés elles-mêmes, des populations autochtones, dans, finalement, leur rapport à la filiation, dans une défense constante qu'elles doivent faire du rapport non pas basé sur l'ADN, mais sur les relations, finalement, sur la communauté. Donc, au-delà même de ce que ça fait à l'intérieur des communautés, l'effet, à mon sens, désiré de ça, c'est de prétendre à une extériorité de la violence perpétrée et une possession légitime du territoire. Faut-il